Bien. La protection subsidiaire est une protection instaurée par la loi belge très récemment. Si je me rappelle bien, ça devrait être en 2006, 7 voilà. Et c'est une protection qui est accordée pour des situations qui sont censées se terminer assez rapidement. Mais elle se transforme en protection internationale lorsque la situation dans l'espace d'où les gens viennent dure beaucoup plus longtemps. On peut imaginer une protection subsidiaire pour les ressortissants camerounais du côté anglophone. On peut imaginer une protection subsidiaire pour les ressortissants congolais de l'Est. Donc ce sont des zones de haute tension, mais qu'on espère que ces tensions peuvent être maîtrisées à court terme. Et alors, lorsque les ressortissants arrivent ici, ils reçoivent une protection subsidiaire. Une protection subsidiaire est une protection renouvelée quand vous l'avez reçue. C'est une protection renouvelée à chaque fois après l'évaluation de la sécurité et des craintes de l'espace géographique d'où vous venez. Tandis que la protection internationale, c'est celle que vous entendez généralement parler, c'est une protection pratiquement totale et qui vous permet de jouir de tous les droits qui sont conférés par la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Merci, Jean. So, I've a slide here explaining what I call the dark side of the asylum system, because there is this dark side which you will not hear much about in the mouths of politicians, because, quite frankly, they contribute to it frequently. So you've got all sorts of things. You've got the interpretation of the Geneva Convention, which tends to be the letter and not the spirit of the Convention. So, for example, if you can't prove that you personally are persecuted or might be killed if you go home, it may be that your ethnic group is, it may be that your family has been, but you can't personally prove that you have been, that can be taken as a reason to refuse an asylum claim or an international protection claim. Obviously, the hidden agendas, we're all aware of what they are. The hidden agenda, of course, in Europe is that there's not a single country in Europe that actually wants migration. No politician in Western Europe is going to stand on a platform of saying, vote for me, I will let in lots of refugees. That's not going to happen. So, of course, that's the elephant in the room that no one's really going to acknowledge, because countries which you come from... I think it's important to qualify that it's the kind of migration they don't want, because they don't mind migrants, like you said earlier, expatriates from wealthy countries. They don't mind that. It's migrants from particular parts of the world that are not welcome. Yeah, it's not migration as such. It's those who don't have anything, who seem not to have anything to be able to bring the society in question. Even though that isn't true, of course, because lots of asylum seekers have all sorts of great qualifications that the country could do with, but because of the rising tide of xenophobia, governments have a short-term view because they want to be re-elected. It's just the way the world works. I mentioned proving individual danger. The requirement to document your claim seems to me to be a paradox, which doesn't seem to have struck some of the government officials, because if you're fleeing for your life, how do you get documentation to prove that you're fleeing for your life? I mean, you're going to stop and ask the soldier with the gun, would you mind signing this bit of paper first? I mean, it makes people laugh. It doesn't seem to make politicians laugh, which is very strange. The same holds true. I was ranting earlier, wasn't I, about Suella Braverman in the UK, decreeing systematically that anybody who comes into the country illegally is a criminal and will not be granted asylum. How can that work? How can that be logical? I don't understand it. There's a new phenomenon which we've encountered quite a lot, which is what I call unrealistic contesting of documents provided. So when people do have documents to support their claim, very often the authorities will say these documents are false, they're falsified.
Now, how do you prove a negative? How do you prove these documents are not falsified? Vous avez eu ça, n'est-ce pas? On a eu des cas où maintenant l'Office dit souvent que les documents présentés à l'appui de demandes d'asile sont falsifiés. Oui, c'est souvent. Tu vas en parler? C'est souvent que les preuves qui sont présentées à l'appui des demandes d'asile sont des faux documents. Mais il y a une autre évolution dans le sens de les détecter, c'est que maintenant on ne demande plus nécessairement des originaux, on peut se contenter des copies des passeports par exemple que vous avez pris par le téléphone et vous pouvez les montrer, ça peut être crédible et on peut savoir de toute façon que c'est des vrais ou des faux documents, mais quand ce sont des faux documents, vous devez raconter de manière crédible votre histoire. Il faut savoir qu'en matière d'asile, il faut quand même prouver les déclarations que vous faites, mais quand vous démontrez qu'il n'est pas possible de prouver, on peut vous croire sur déclaration et on peut vous accorder protection. Tout dépend justement des zones de conflit d'où vous venez et qu'il y a moyen de détecter d'une autre manière votre origine déclarée. Lorsqu'on vous demande des considérations culturelles ou des voisinages ou des mosquées ou des églises de telle localité ou telle langue parlée ou votre voisin où se trouve la police, tout ça, il y a 1000 questions pour vraiment savoir que telle personne qui est d'une part persécutée et qui doit quand même prouver qu'il vient d'une région bien déterminée. Et à ce moment-là, on peut quand même recevoir protection. Je voudrais intervenir sur le troisième point. Need to prove individual danger. C'est très important. Donc, vous pouvez trouver sur tel ou tel continent un pays où vraiment il n'y a pas de démocratie, où les gens sont tués, où l'État ne contrôle rien. En demandant asile, la personne ne vient pas dire bon, dans mon pays ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire moi personnellement, voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui est arrivé à mon semblable. Je faisais par exemple partie d'un groupe et la personne qui était dans ce groupe-là, voilà ce qui est arrivé. Et voici ce qui m'arrivait moi-même. Vous avez entendu que j'utilise je, me. Donc moi personnellement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça signifie que, par exemple, dans un pays où on persécute les hommes, on les force par exemple à aller dans l'armée et on ne force pas les femmes. Et l'homme s'enfuit avec sa femme et ils arrivent ici tous deux en Europe. La femme peut être reconnue réfugiée, l'homme peut être reconnu réfugié, mais pas la femme. Donc, retenons que la demande d'asile est individuelle. C'est pour ça que quand vous demandez asile, vous dites je, me, moi, toi. Et pas en général, quoi. Il faut personnaliser. C'est ce que je voudrais préciser. C'est très important. Thank you, Jean and Christophe. One thing I wanted to come back to, and we'll move on in a second, was the interpretation question. I put consistency of narrative interpretation. Now, I'm an interpreter, it's my job. Ariel and Julia are also interpreters. And we know, well, in fact, there are other interpreters in this room too, Russell is one as well. Now, we know as interpreters that if your interpreter is not competent, then the story which the officials who are interviewing you as an asylum seeker are told will not be coherent. And usually an asylum seeker is interviewed twice. Now, if they have different interpreters for each time, which is virtually always the case,
there will be inconsistency in the story because the interpretation will be more or less good, accurate. It may also be that the interpreter comes from an ethnic group which is opposed to the ethnic group of the asylum seeker, but speaks the same language. Now, that can pose a problem because that interpreter is probably not going to be objective. Happens a lot with Turkish, for example. So these are things that the authorities should know about. I think they must know about them, but they maybe choose to ignore them because when there are inconsistencies in a story, that could be taken as a reason to refuse the asylum claim. Now, in a previous life, I was actually a policeman, and when you're a policeman and you interview witnesses to a crime, there's never any consistency in the story. And if you interview a witness twice, they'll tell two different stories. So inconsistency is a very bad faith reason for rejecting an asylum claim. But speaking as an interpreter, this is dear to my heart, and it's important that interpreters be decent and effective and professional. And that's not always the case. So that's something which, if you're involved with somebody who maybe is in an asylum claim, finding them a good interpreter can be a massive boon. Not just their cousin who happens to speak the other language, because they can't necessarily articulate a complex story accurately. Almost finished. Now, these are some failings which have accumulated recently in the Belgium system, which is one of the reasons why I wanted to hold this session today. It was partly to thank our donors, because we owe them everything and we can't function without donors. We think it's only fair to thank them and to keep them apprised of what we're doing. But it's also because there is currently an accumulation of bad things happening, which make it even harder to flee a country and be welcomed anywhere else, such as, for example, Belgium. Now, these are particularly Belgian things. The second one I've already mentioned, the refusal to acknowledge that a document is true. Now, if you're faced with that, what do you do? How do you say this stamp is the correct stamp? And if the government says no, it's not, then how do you find another stamp which they will accept? Because if at the end of the day bad faith is the reason for refusing the claim, then how are you going to avail yourself of your rights in the face of the government which says this document is falsified? You say no, it's not. They say yes, it is. So what do you do with that? It seems to me to be something which is a bit of a catch-22 situation. See what the interpreters make of catch-22. Sorry, but there's one thing I want to talk about particularly, which we can perhaps ask the lawyers to talk about, is the redevance administrative. And this to me is a very nasty thing, which also calls into question the whole way in which the government goes about obeying its own legislation. Quelqu'un peut parler en fait du phénomène des redevances administratives, le fait qu'elles ont été jugées illégales, etc., suspendues, et que le gouvernement passe outre cette décision, et parler du phénomène des redevances. La redevance administrative en matière de régulation au séjour a été imposée par les ministres que je ne voudrais pas nommer ici, mais il a été prouvé que cette redevance était illégale. Aujourd'hui, elle s'élève, par exemple, pour la régularisation à 343 euros. 343 euros que l'on demande à un étranger qui n'a pas l'autorisation de travailler. On lui demande de payer ça. Et cet étranger n'est pas sûr d'être autorisé au séjour. Et s'il n'est pas autorisé au séjour, on ne peut pas lui rendre son argent. Alors, la question a été portée devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit que Tu peux expliquer ce que c'est le Conseil d'État au cas où je ne sais pas? le Conseil d'État, c'est une instance juridico-administrative, c'est une instance suprême. C'est l'instance suprême de la Belgique
en matière d'administration. Donc, c'est-à-dire, il y a l'office des étrangers qui commence, et puis le conseil du contentieux qui suit, et puis alors après, c'est le conseil d'État, donc c'est l'organe supérieur de l'administration. Conseil d'État. Bon. Alors, le conseil d'État a dit, normalement, pour payer une redevance, il faut faire quelque chose, il faut travailler pour que justement l'État constate que vous gagnez autant, afin que la redevance soit payée à partir de ce que vous gagnez comme salaire ou comme gain. Donc, le conseil d'État a dit, ne demandez pas donc, en fait, de l'argent aux gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de commerce, qui n'ont pas de travail, quoi. Mais alors, ça a continué et c'est imposé comme une condition de recevabilité. Donc, pour la régularisation, c'est 340 €. Mais alors, les communes en ont profité et aussi, et les imposent par exemple 10 € en plus, 20 € en plus, 30 € en plus, il y en a même qui n'arrivent pas 50 € en plus. Et ce, je le répète, envers les gens qui ne sont pas autorisés au travail. Merci Christophe. So, the way I look at it, asking an asylum seeker to pay 400 € to put in an asylum claim is just totally unacceptable because first of all they haven't got 400 €. If they had 400 €, they probably wouldn't be claiming asylum. They could do something else with their lives. And secondly, it's been condemned and judged to be illegal by the government's own supreme judicial authority. Now, when you have a government ignoring its own supreme judicial authority, things don't look good for the way in which the rule of law is run in the country. Again, I'm not saying Belgium is uniquely bad, it's not, it's a fairly common trend. And there's a recent phenomenon which is similar, which no doubt Christophe and John can talk to, and that is the current asylum minister has stopped housing single men asylum seekers. Now, the government has an obligation legally to do so, and this refusal to house single men asylum seekers has been condemned and struck down by the same state council or council of state. But again, the minister is ignoring it. And there are, I don't know if you saw that there was an open letter published in La Libre Belgique last week, which we signed. It was originally drafted by some pastors, some Protestant pastors, such as one of whom we have in this room, and a lot of university professors as well, law professors, indicating that they are concerned about the way in which the rule of law is slipping in this country, because if it starts that way, what will the next step be? Now, I'm not going to like it 1930s Germany, because that's too easy, but maybe I am. So, part of what we do is holding the government to account when they do things like this, because no one does, the government will continue to do it, because of course it's easier for the government to do this. It's going to cost them money to obey the Council of State. Rosalind. Well, I mean, I think those of us who follow the Belgian news know this is the latest step in a whole saga of not obeying court judgments in Belgium. And I know that there are judges who are very concerned about the fact that the Belgian state is not respecting the rule of law in this country. So it's you know, but I mean, it's obviously the political climate in which we live. I mean, but they're paying it, and they're not even paying les estrades that they're being imposed. They're not even paying fines. As far as I know. That's something we can talk about too. Yeah. Tu vas parler de cette histoire de la strate en pays. Donc, c'est en matière d'accueil et les faits d'asile qui est l'agence pour l'accueil des réfugiés, agence fédérale, mais elle a été condamnée par l'État et l'agence fédérale ont été condamnés pour accueillir les personnes. Il y avait parmi elles, donc il y a des familles, mais moins des familles, mais plus des personnes isolées. Et si l'État n'obtempère pas ou l'État ne le fait pas,
Mais dans ce cas, les tribunaux ont condamné aussi à des astreintes. C'est à la demande des associations. Donc ce sont des associations qui se sont léguées et qui ont demandé aux juges que ce soit accompagné des astreintes. Et ces astreintes, c'est difficile maintenant. Donc le jugement est là. Il y a eu plusieurs cas individuels qui ont été introduits avec obligation pour l'État de payer des astreintes. La condamnation est là, sauf que pour exécuter les jugements, c'est difficile actuellement parce que pour l'exécution d'un jugement, il faut avoir aussi connaître sur quoi, sur quelle assiette ou sur quel compte ou de quelle manière on va exécuter un jugement. Maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être des biens immobiliers. C'est difficile, il faut mettre en place des procédures. Ou des biens meubles. Et là, faut aussi saisir les biens meubles. Ça peut être des cadres qui ornent les murs dans des administrations publiques. Mais ça ne rapporte pas l'argent qui a été comptabilisé, accumulé jusqu'ici pour payer les astreintes. Les astreintes s'élèvent actuellement plus ou moins à la somme de 2 millions d'euros. Pour vous dire combien de cas individuels et de personnes ont été condamnés par le juge, pas les personnes, mais l'État, dans combien de cas individuels, a été condamné à offrir l'accueil si on est arrivé. L'astreinte, elle était au début c'était 1 000 euros par dossier, après 500 euros parce qu'on considérait que c'est trop élevé, mais vous pouvez vite faire le calcul si on est arrivé. Au bout de 2 ans, je pense que ça dure la procédure, ou moins de 2 ans, à 2 millions d'euros. La question est de comment faire pour pouvoir récupérer cet argent. Si on arrive à obtenir exécution et à faire des saisies pour avoir ce montant, mais effectivement, on pourrait l'injecter, et ça c'est un des objectifs du CIRE, de réfléchir à dans quel domaine investir cet argent. Ce serait intéressant de l'investir dans l'accueil, mais pour l'instant, on a des jugements qui ne sont pas exécutés par l'État. One of the other phenomena which I worry about myself is the one on the list, the second one from the bottom, the Dublin procedure, which I'm sure you've all heard about. Now, the Dublin procedure, that's a shorthand for it, is one whereby it is deemed that the first country where an asylum seeker sets foot in the EU has to deal with that asylum claim, which means, for example, people who are in Belgium who may have spent a week in Italy or Spain on the way up to Belgium, the Belgian state will say, to apply the Dublin procedure, you must be dealt with. We will send you back to the first country you arrived in, which must deal with your asylum claim. Now, you can understand the logic behind it. They have recently been moved by the European Parliament to put forward a whole new system which would partially overturn the Dublin procedure and have a fairer system where countries in the north of Europe would have to take on more asylum claims, which is logical really, because of course people physically arrive in Italy and in Greece and in Spain, and then those countries are crying out saying this is not fair, we can't deal with them all, which is fair enough, I understand that logic. So there should be an effort to spread the load to the Nordic countries, for example, or Belgium, or France, or the Netherlands, where people don't manage to reach, or the UK in fact, and let's not even talk about that because the UK, since Brexit, is obviously out of the picture. Now, the EU legislation which was proposed, I think I have a list of what it was supposed to be here somewhere. I'll find it somewhere. Yeah, these are the latest proposals we were put forward in June. Now, I think I'm right in saying that they were thrown out. C'est vrai, non, les propositions européennes ont été rejetées, non, pour refaire le système d'asile. Les propositions du Parlement européen ont été rejetées, non, récemment. Le Parlement européen s'est réuni et puis il n'a pas pu décider sur la nouvelle procédure d'asile en Europe parce qu'il y avait une contradiction flagrante entre l'Italie et l'Allemagne. L'Italie disait qu'il fallait mettre fin à toutes ces pirogues-là qui viennent et qui accostent en Italie. Et
Donc il faudrait mettre fin, qu'il n'y ait plus de sauvetage, plus de secours à ces gens-là qui viennent par de petites pirogues. Et l'Allemagne disait non, ça ce n'est pas humain. Il faut penser une autre politique de migration, mais pas celle-là. Alors le Parlement a arrêté les travaux sur cette note-là. So you see that that is a summary that I made of the measures that the European Parliament was proposing back in June, and as Christophe just explained, it didn't work out, which is a great shame because these I think were reasonably good measures. The idea would be to spread the load within the EU, in the same way that Belgium has a system internally, which is a good system, to spread the load so Brussels doesn't have to take on all the asylum seekers. There is what's called a plan de répartition. What's that in English? Thank you, distribution plan, to make sure that villages throughout Belgium also take on their quota of asylum seekers, because having everybody piled up in Brussels is not good for anybody. It's not good for the Brussels government, it's not good for social cohesion. So the Belgium does have a system. And one of the goals of the EU proposals in the Parliament was to have a similar sort of system EU-wide, but it fell apart because there was no cohesion, as Christophe just mentioned, between some of the major players. Now, given it's 12:30 and we want to have some time for questions at the end, I'm going to give Natalia the floor so she can explain a bit about what's going on as regards lobbying, as regards us being inside this umbrella organisation, and what the umbrella organisation is doing to try and keep the state honest. Je mettrai tes planches à l'écran. Hein. Donne-moi une seconde pour que je trouve. Voilà. L'Olivier, 1996, pour le mettre en entier. Il est membre du CIRE, donc CIRE c'est la coordination, c'est coordination et initiative pour réfugiés étrangers. Et l'Olivier est membre et je représente l'Olivier pour des conseils d'administration et des assemblées générales. Et c'est là que beaucoup de discussions sont menées pour savoir comment orienter le débat politique. Donc c'est pas basé que débat politique, j'ai mis débat et combat parce que c'est plus le combat pour la défense des étrangers. Mais ça parle aussi des débats politiques parce que le CIRE, et il a lui-même des représentants qu'il envoie pour porter le plaidoyer auprès des partis politiques. Donc c'est en quelque sorte, ça fait partie aussi d'une sorte de débat politique, si on peut le dire comme ça. Oui, je vais le dire parce que je pensais. Mais je me suis arrêtée ici pour expliquer un peu pourquoi débat et combat. Et donc on débat beaucoup lors des conseils d'administration, on débat beaucoup de la cause des étrangers, parce que c'est le CIRE avec les membres, donc c'est coordination, ça veut dire que ça coordonne plusieurs, il y a une vingtaine de membres, ça réunit plusieurs associations, ça peut être des syndicats, ça peut être aussi des personnes privées qui sont intéressées dans la cause des étrangers. Et donc on réfléchit ensemble et on débat de l'orientation à mener et surtout de l'actualité politique et les décortiquer, et on voit vraiment dans les détails ce qui se passe, quels sont les dits et les non-dits dans la politique qui est menée actuellement, afin qu'eux, ils puissent pas trouver la faille, mais trouver des pistes et des solutions pour améliorer la situation des étrangers ici en Belgique. Je peux. Voilà, le contexte actuel, c'est que, comme on le sait, bientôt il y aura les élections. Donc en mai et en juin, on aura les élections fédérales, régionales, européennes, et puis en octobre, les élections communales. Et comme on le verra plus bas, le CIRE, il prépare déjà les électeurs, mais il prépare aussi le discours électoral de certains partis qui sont intéressés par la cause des étrangers. Je ne vous les dirai pas lesquels c'est. Mais il y a certains partis qui sont plus sensibles à la cause des réfugiés et des étrangers. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'astreinte administrative, la Belgique, on ne peut pas le cacher, elle traverse maintenant une crise d'accueil assez accrue, aiguë,
Et il y a au niveau européen, c'est intéressant de voir qu'il y a un pacte migratoire européen qui est en train de se discuter actuellement au niveau européen et pour lequel le CIRE s'intéresse particulièrement. C'est le pacte sur la migration et l'asile. Voilà les thématiques, parce que je disais qu'on va discuter des fiches en vue des élections. Et donc, le CIRE défend principalement, il y en a 14 ici, donc, mais c'est comme un peu comme l'Olivier aussi, mais le CIRE à un niveau plus élevé parce qu'elle reçoit des subsides. Elle a un autre potentiel aussi en personnel et en moyens d'action. Donc, son cheval de bataille il est plus grand, ou le panel il est plus grand. Donc, on a 14 thématiques: accueil, protection, on a parlé de la protection internationale, accès au territoire, vie familiale, femmes et migration. Vous voyez vraiment le panel il est large. Santé, droits des personnes sans papier, détention en centre fermé, équivalence des diplômes, logement, apprentissage du français, intégration et politique européenne. Donc c'est au niveau interne belge comme européen. Et le tout est ça touche à la vie personnelle, au statut des personnes, à l'intégration, mais qu'au final, ces personnes puissent devenir avoir une dignité humaine ici, connaître une dignité humaine et devenir une personne qui peut s'intégrer sur le marché de l'emploi, avoir un logement, se permettre de payer aussi ce logement et aussi de donner une éducation aux enfants. Donc c'est vraiment assez large. On peut passer. Alors, au niveau des valeurs qui sont défendues, donc il y a ici l'accueil. L'accent mis par le CIRE, donc comme vous voyez les thématiques, elles sont, il y en a 14, mais l'accent que le CIRE met, c'est plus sur la qualité, sur l'accompagnement. C'est ça que j'ai voulu mettre en évidence parce que ça ne parle pas de tout, c'est assez, chaque thématique, elle comporte des sous-thèmes qui assez nombreux. Donc je ne pouvais pas les mettre sur les slides, on n'aurait pas eu le temps de discuter. Mais ça, vous pouvez, c'est déjà aussi en vue des élections, mais pour votre information, vous pouvez déjà être informé de quelles sont les améliorations qui sont proposées là où l'État est défaillant. Chaque fois que vous voyez une proposition, ça veut dire qu'il y a une défaillance. Donc l'État est défaillant et ici le CIRE vient avec des propositions d'amélioration. Voilà, il défend un accompagnement de qualité, il me semble que là il manque quelque chose tout en haut, un accompagnement de qualité en matière d'accueil, surtout mettre à l'abri toutes les personnes sans accueil. Donc le CIRE, il ne mène pas ce combat tout seul, il le mène ensemble avec d'autres partenaires de l'accueil. Il y a des réseaux aussi, il y a des initiatives de l'accueil et donc ils forment ensemble voilà, c'est une sorte de association, consensus. Donc il faut qu'il y ait un consensus au niveau de plusieurs associations au niveau de l'accueil. Ça c'est pour l'accueil. La protection internationale, on a parlé de la protection internationale, mais on sait que là où il y a des problèmes dans différents pays et que ces personnes veulent rentrer en Belgique et ici accéder au territoire, mais faciliter à tout le monde l'accès, avoir des procédures claires pour que ces personnes qui sont ici puissent avoir accès à ces informations et demander et avoir accès aux droits en connaissant quelles sont les possibilités aussi. Et comme Jean disait, si on n'est pas informé, on est sans droit, on reste sans droit. Donc l'important, c'est l'information. Et il faut aussi apporter les garanties nécessaires. On a une procédure d'asile, mais si on n'a pas la garantie nécessaire d'avoir accès à cette procédure d'asile, mais les personnes n'ont pas recours à cette procédure d'asile. Donc, il faut informer au maximum et aussi demander à ce que l'État donne certains accès et garantisse ces accès à ces procédures. Et aussi, il y a des procédures, mais il faut apporter certaines garanties. Et pour cela, le CIRE plaide pour améliorer ces garanties procédurales et la qualité de la procédure d'asile. On peut suivant.
Voilà, l'accueil digne, bien évidemment, c'était l'accueil digne. Et une fois que les personnes sont sur le territoire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut mettre de nouveau au niveau des procédures, parce que comme j'ai dit, c'est une coordination qui a un service juridique et ensemble avec les autres associations, elle porte certaines causes des étrangers devant les tribunaux. Et donc, pour cela, le CRV à ce que les procédures soient claires pour les étrangers, alors pour qu'au moment où ils veulent faire appel à une procédure, mais qu'elle soit à tout le moins claire, qu'on sache pertinemment dans quels critères on rentre, quel type de procédure on peut utiliser, et pour les juristes aussi, pour les avocats et les juristes. Donc il faut pour cela qu'il y ait une association qui porte ce message auprès des politiciens, afin que des lois soient adoptées et que des procédures, qu'il y ait une clarté dans les procédures, des procédures claires, des critères transparents ici, des conditions qu'on sache que les personnes qui viennent ici en Belgique pour un court séjour, mais quelles sont les conditions qui sont mises à ce court séjour. Donc pour ceci, une demande de la part du CIRE et de ses membres est mise auprès du législateur. Les droits des personnes sans papier, souvent sans papier peut vouloir dire aussi sans droit, parce que en fait, sans papier, c'est généralement sans droit parce qu'ils n'ont pas droit au séjour. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut que ces personnes puissent avoir aussi rentré dans certaines procédures, ouvrir l'accès à ces personnes à certaines procédures. Ce que le CIRE préconise, quand je dis rendre accessible l'ensemble des procédures, ça veut dire que l'ensemble des procédures n'est pas encore accessible. Il faut que ces personnes puissent aussi avoir accès afin de régulariser leur situation. Et une situation à un séjour illégal, ça a un grand impact sur le développement de la personne, de la vie familiale, de l'intégration de la personne. Il ne faut pas les laisser dans l'illégalité. Et donc, il faut attirer l'attention aux législateurs, aux personnes, aux politiques, qu'il faut que ces personnes puissent avoir accès à ces procédures. Et puis offrir de réelles protections, surtout on le sait ici, que parmi les sans-papiers, il y a des personnes qui ne peuvent pas se soigner, qui sont gravement malades. Donc le CIRE plaide pour offrir à ces personnes une réelle protection, notamment aux personnes gravement malades. Voilà, moi j'ai choisi quelques-unes qui me parlaient le plus. Suivant, ça protège aussi la vie familiale. Une vie familiale, ça implique la réintégration, le regroupement familial, l'unité familiale, ne pas renvoyer une personne alors qu'une a un statut de séjour, l'autre qui n'a pas un statut de séjour régulier ici, ne pas, quand elle arrive au bout de la procédure, ne pas la renvoyer dans son pays parce qu'on dissémine alors et on casse le noyau familial. Donc il y a aussi des valeurs pour la vie familiale de ces personnes sans papier étrangers ici et que le CIRE défend. Pour les femmes immigration aussi, on rencontre beaucoup de femmes qui font l'objet de violences intraconjugales. Et le CIRE se propose de protéger ou de porter un plaidoyer auprès des partis politiques et du pouvoir législatif pour protéger ces femmes et ne pas être conscient que ces femmes sont victimes de violences conjugales de plus en plus. Surtout avec le regroupement familial, parce que la personne qui fait venir son épouse, elle a déjà un travail ici, elle a des moyens, et là il peut y avoir aussi un abus de la personne qui se regroupe, étant donné son statut, et qui est régulier ici, et ça peut mener à des violences, il y a des abus dans le noyau familial, et donc le CIRE se propose, quelle que soit la nationalité, le statut de séjour, non à la violence. Mais pour cela, il faut de nouveau prévoir un cadre clair d'appréciation des situations de violence conjugale, ce qui n'est pas encore le cas, donc les femmes ne sont pas encore suffisamment défendues, mettre en place des procédures spécifiques, garantir à toutes les victimes un lieu sûr d'hébergement, surtout pour ces personnes qui sont fragilisées, vulnérables, il faut un lieu sûr d'hébergement, et une protection contre l'expulsion parce qu'elles sont facilement expulsées étant donné qu'elles sont déjà dans une situation fragilisée. Ah oui.
je termine. Eh ben voilà, c'est comme je l'avais déjà mentionné en tout début. Si vous voulez vous informer, être informé, donc il y a des fiches pour le grand public, comme le CIRE a établi des fiches pour les politiciens, pour le politique, pour les journalistes, et donc ça se trouve sur le site du CIRE. Et le CIRE ne porte pas seul toutes ces actions. Il les porte ensemble avec d'autres associations, initiatives et des partenaires. C'est assez vaste et étendu, donc sont de confiance, je peux dire comme ça, dans ce qu'ils émettent comme idées, comme propositions, comme revendications. Tout se traduit dans des revendications en fait, mais il fallait faire ou bien des mémorandum, mais ils ont opté pour les fiches afin que ça puisse être plus pratique et plus compréhensible à la lecture. Donc c'est un peu sur, je ne sais pas si je pense que c'est la fin ici. Thanks, Natalia. It's really important that we be present in CIRE because CIRE discusses with the government how to change legislation. It holds the government's feet to the fire, and it's very important that that be done because the current system simply isn't working, and if we work with other NGOs, we're stronger. So being a founding member of CIRE is important to us. We have about 20 minutes left. I wanted just to raise one more question before maybe asking you if you have questions to ask of anybody in the team, and that is the question of medical care, because it's been raised quite a few times today. Now, there is legislation in this country, which I actually have a slide on, which I will try and find it now and bother, is a legislation which provides for urgent medical assistance to be given to people who are basically undocumented, people who are not part of the register of the population, which means they are undocumented migrants, they're sans-papiers, they're on the margins. Now, this system provides for curative and preventive healthcare, i.e. upstream of a disaster, or when you have a disaster, having an operation, for example. And it applies to anybody who is in a situation where they're marginalised. However, there's always a however, that's where we come in, the system has to be applied. Now the healthcare providers, and I was discussing this earlier with whom, I don't know who now, the healthcare providers don't really want to play this game because they are constrained to provide healthcare, the hospitals, pharmacies, doctors. Under the legislation they have to give this medical care, but they only get reimbursed for the care provided very far down the line by communes, and the communes are then meant to be reimbursed by the federal state. And because the whole system is very cumbersome and nobody trusts anybody else, doctors and hospitals are very reluctant to apply the system. So they don't really want to care for people who have no money to pay. But the legislation is very clear. So if you have anybody who you know, for example, who is an undocumented migrant and illegal, and they're ill, and of course they get ill because they have bad diet, they sleep in the street. We had a couple of people who died recently who we look after, who used to come to our food distribution. One particular gentleman has so many different problems medically that the poor guy, it was a miracle he was walking around at all. And he didn't get health care. He should have got the health care. The law said he should have got it, but he didn't get it. This is Lisa. And that was really sad. It's tragic because it shouldn't have happened. Anyway, so what we do is, again, we make sure that the healthcare providers comply with their obligations. Some hospitals, for example, are better than others. The hospitals that are in the richer parts of Brussels don't really want migrants cluttering up their emergency rooms and tend not to treat them. Places like Saint-Pierre, the Hospital Saint-Pierre, is very good. I think that they should be called out and signalled as being very good because they are situated in a poor part of Brussels and they are very open about helping people who can't pay for their health care. That being said, it's not charity, the law does exist, but that's one of the jobs we have to do is to make sure that the law is actually followed up on. A lot of what we do, as I think Christoph mentioned, is ensuring that the law that's there actually does get applied.
And so if you've got any questions, it can be very useful for you, for example, to be able to go with somebody to the hospital. Because if they see, I'm going to say it, a white face of somebody who's got decent clothes and a handbag, they're going to trust that person. And it shouldn't happen, but that's the way it is. That's human nature. If they see a poor migrant who doesn't understand the system, doesn't really speak the language very well, they're going to basically send them away, as they often do. So that's healthcare. Do you have questions? We have more stuff to cover, but if you have any questions, please ask them now while you may, of anybody in the team. If not, we can cover some more stuff. It's up to you. Oh, no, I don't think Okay, that's okay. right. I think you mentioned that the Olivier provides. Just to hear you. Oh, sorry. I think you mentioned that the Olivier provides social and psychosocial help. I was just wondering if we could talk about that a little bit. The psychosocial side is complex, obviously, because people who arrive in this country having suffered trauma in their home countries, they arrive in a terrible state psychologically, apart from anything else. Now, we don't want to reinvent the wheel, and we're not experts in this, so we actually have recourse to people like Medimicon and the Steunpunt, which are NGOs that specifically target people who need psychological care and who are migrants. So we work with them. We don't do it ourselves because we can't. We're not competent. We don't have the skills. Although very frequently, I'm dealing with a case now actually, which is somebody from Eastern Europe who has been diagnosed as schizophrenic, and this person, their case is complicated, but what they need primarily is not so much support legally, it's somebody who will listen to them and be a friend to them. And that's where we try and come in, because we are small enough to be able to do that. It's not easy, and he's not an easy person to deal with. But that in itself is psychosocial care, because if no one will listen to this person, he gets more and more frustrated, ends up getting violent, getting put in prison. It happens quite frequently out of sheer frustration. And so we try and make sure that we can walk with these people and don't just turn them away saying we can't help you. But if need be, we will refer them to Medimicon or the Steunpunt. These are organisations which help specifically in that situation. Thank you. You mentioned that the migrants or these people get dispersed around Belgium. Does that mean that it's not a central bureau that deals with documentation, or does it mean that each little commune knows how to deal with these people? Quelqu'un veut parler du plan de répartition pour répondre à la question? La question est, par exemple, si on distribue quelqu'un à 16, enfin pas à 7, mais bon, à Gand, dans un petit village près de Anvers, est-ce que chaque commune sait, c'est eux qui font les documentations, ou ça se fait centraliser d'une façon à Bruxelles? Si vous dispersez tout le monde, qu'est-ce qui leur arrive après? C'est les communes qui s'en occupent? C'est un service du bureau de l'Office des étrangers qui répartit les demandeurs arrivés. Mais vous avez compris que pour l'instant, il y a un grave problème justement de l'accueil. Donc ce bureau lui-même est débordé et il ne peut même plus envoyer dans les communes. Parce que normalement, la loi actuelle, ce n'est pas les communes qui doivent recevoir ces personnes, ce sont des centres. Alors les centres ne sont pas construits et donc les gens sont dans la rue. Il y a des initiatives privées à Bruxelles qui accueillent certaines personnes vulnérables, mais pour l'instant, l'État est en crise. Il n'est pas à la hauteur de ses obligations. Il est en défaillance depuis déjà, c'était déjà dénoncé depuis janvier 2022 qu'il y avait un problème d'accueil, et maintenant c'est beaucoup plus grave encore. On parle de créer des places, mais ça prendra du temps. Et donc, que répondre à votre question, c'est... Il y a une théorie et pratique. Voilà. It's also worth bearing in mind that the plan de répartition, the distribution plan, is a good idea. It's a great idea. But from the point of view of the migrants themselves, if you're in Brussels and you're undocumented, it's easier to hide, basically,
because you're part of a big mass of people. If you're in a small village somewhere, everyone knows who you are, and it's not going to be easy to not to come to the notice of the authorities, for example. And also, you may well have a big support system here in Brussels, so people will always going to gravitate to the big cities. But I think that this distribution plan is a good idea, and as far as it's applied, it does help. Any other questions? Yes? I think I'll use the mic for the interpreters just to kind. Thank you. Even though I can project my voice. So I really, it's more comments, and I do have some bona fide questions. So just to speak to one of the final points there about the narrative, the xenophobia, the racism, and you were saying earlier about I think people or the electorate not being welcoming to migrants, and I think even though I'm a Christian, so I believe that human nature is fallen and needs redeeming, I do think some things are not necessarily always innate. So this the xenophobia, things like that, it is really stoked often by politicians because it's a distraction from the economic failures, their own economic failures, and it's easy to scapegoat. And you see that even when things like, even though I do think, again, racism is at play for historical reasons in the context like Europe. So going back to what you said, Chris, about the concern about what people can bring and so-called skilled and unskilled migrants, which I don't think is a helpful way of framing things, but that's how people do it. But some countries it's a shorthand to perceive people coming from certain countries as automatically being a drain on the system, and that's not the perception of every country. So that's steeped in historical reasons and racism. But then there are countries like Malawi where ethnically or racially, quote unquote, everyone's the same, but there's very strong xenophobia against migrants, and the real crackdown on migrants is a distraction from the failures of the government. And I have a friend who's out there doing a lot of great work with migrants. So I think that, and also the question about people smugglers, I think we have to be careful for those who are on this side of the argument to not use the same kind of language and rhetoric of those who are hostile to migration, because even though people smuggling exists, as you've outlined, Chris, and they're opportunists and they're brutal opportunists, particularly in countries like Libya, often people who are portrayed as people smugglers, if they give any kind of assistance. So sometimes it could be family members of those trying to leave, it could be people on the borders giving them refuge, and they're all lumped in the same thing, and that's not the same, and they get called people smugglers. And really the exploitative people smugglers would not exist. It would not be an industry if there were safe routes for all migrants. So I think we have to constantly hammer that home, because the Suella Bravermans of the world will use this as a pretext to persecute people effectively, but they are the ones who have the solution. So the question I was going to ask was about FGM at the beginning. You said that it's not covered by a clear category, but I wondered if gender would be, because FGM is very specific to the female sex. So I wondered if that would come under a protected person. And the second part was about the right to work, because I know that there is documentation that those who are waiting for their asylum claim to be processed can be given to work. But I attended a similar event last year, specifically about the legal side of things, and we were told that often the state refuses to issue this documentation, and it's very arbitrary. It's technically there, but it's used as a deterrent, and therefore it's not extended to many people, which is why you see, like at the PSA centre where I volunteer in Tour Taxi and stuff, you see so many people who maybe want to work but cannot. So I wanted to ask about that. I hope I didn't speak too fast. J'espère que c'était pas trop rapide pour les interprètes. I'm the fast speaker here. Yeah, you're right, language matters. I'm a linguist, language matters. That's why we started off with some definitions, because terms like, for example, bogus asylum seeker, which is very popular in the UK. What does it mean? What does a bogus asylum seeker mean? Bogus, which part of them is bogus? Who says they're bogus? Yeah, and it's a sort of terminology which can give rise to all sorts of social slippages
and create a climate of hostility, as you rightly say, and use of language, as right language, is very important. It's one of the things we try and do, because there is so much, and it does speak to the agenda of politicians, quite frankly, to create this climate. They like terminology being used badly because it helps to raise people's opinion against migration, which is such a hot topic. What you said about FGM and gender is very interesting. Est-ce que Jean ou Christophe, vous voulez aborder la mesure dans laquelle le genre, le sexe ou l'excision font partie des critères de la Convention de Genève pour octroyer d'office la protection? Genre, sexualité. La question des femmes est connue. En ce qui concerne par exemple l'excision, la mutilation de la femme, c'est connu. Et alors on en tient compte ici. Mais c'est un peu compliqué. Si une femme vient ici en Europe toute seule, après avoir été excisée, donc c'est fait. Elle est excisée, on ne peut rien faire parce que c'est fini. On est devant un fait accompli. Mais si elle vient ici avec une petite fille, elle dit, moi j'ai subi la mutilation sexuelle, c'est compliqué, c'est très grave, et je ne souhaite pas que ma fille soit elle aussi excisée. Là on l'écoute, on l'entend, on constate que dans telle société, c'est exigé pour les petites filles, et même pour les grandes femmes. Là, la personne peut être protégée pour pouvoir protéger sa fille. Donc, on en tient compte. Je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse. Mais en fait, la question est également c'est afférent à la question de savoir si l'excision fait l'objet des critères mentionnés dans la Convention de Genève. C'est une appartenance à un groupe social. C'est une appartenance à un groupe social bien déterminé. Dans la Convention de Genève, on parle d'appartenance à un groupe social. C'est-à-dire, en l'occurrence, les femmes. C'est ça. Dans des pays où les mutilations sont trop pratiquées, les femmes qui arrivent en Belgique sont considérées comme appartenant à un groupe social non spécifiquement protégé dans leur pays. En fait, même les lois, ils ont commencé à avancer dans les pays qui sont bien connus et dont les informations sont à la disposition des autorités belges. C'est la Guinée, c'est la Somalie, il y a plein de pays où il y a une prévalence de ces pratiques. Alors quand vous venez de ces pays et que vous avez des risques de voir exciser votre fille, ou bien que vous avez vous-même des risques d'être excisé, parce qu'il y a des pays où on excise même les adultes, des femmes, des grandes femmes, quoi. Donc il y a des pays qui sont comme ça. Vous devez pouvoir prouver que vous êtes persécuté pour ça, vous avez échappé à une tentative de vous exciser de force. Et Christophe vient d'expliquer pour la question des enfants, il suffit alors d'être même enceinte ici. Si on sait que c'est une fille et que vous êtes victime, alors vous avez droit à la protection pour pouvoir protéger l'enfant à naître. Donc c'est vraiment un critère qui rentre bien dans la Convention de Genève. Mais il a fallu des luttes et des combats. Moi je me rappelle que ce n'était pas vu comme ça. La Convention de Genève n'était pas lue comme ça. Quand moi je suis arrivé en 1998, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas encore accepté. Mais il y avait des pressions politiques internationales. Vous savez qu'il existe une convention d'Istanbul. C'est une convention pour la lutte, une convention internationale bien sûr, pour la lutte contre les mutilations et les persécutions faites aux femmes. Et de là, les pays se sont appropriés la convention et l'ont intégrée dans leur législation, et ainsi
la Convention de Genève n'a pas subi de modifications à son niveau, mais elle a été lue autrement. Bon, je pense que si vous êtes tous d'accord, on va aborder la dernière question que Madame a posée, le droit au travail, et puis on va conclure, parce que je n'ai pas envie de vous garder professionnellement de votre déjeuner. Donc, est-ce que vous pouvez... C'est tout simplement pour dire que le groupe social comprend aussi les homos ou les lesbiennes. Donc là aussi, on les protège si ils parviennent à prouver qu'ils appartiennent vraiment à ce groupe-là. Très bien, c'est une bonne précision. Alors, so the last thing is, can you, je vais faire en français, Madame a posé une question sur le droit au travail pour les gens qui sont en instance de demande d'asile, en disant qu'il y a beaucoup de gens à qui on refuse le droit du travail, ce qui les empêche de s'intégrer et ce qui alimente le discours où les demandeurs d'asile sont des parasites qui viennent chercher de l'argent et des ressources sans rien donner. Mais beaucoup ne demandent pas mieux que de travailler. Alors, est-ce que tu peux répondre à ces questions du droit au travail dans le système de l'asile? On peut dire que il y a une évolution sur ce point du droit au travail, parce que maintenant, si vous avez une carte d'immatriculation, après 4 mois, vous avez droit au travail. Vous avez droit au travail. C'était pas comme ça avant. Avant, c'était 6 mois. Et encore avant, c'était 1 année. Et maintenant, il y a une réflexion qui est en train d'être faite dans la foulée des préparations des élections qui auront lieu en juin l'année prochaine et après, que des modifications vont encore être proposées pour exiger l'inscription rapidement, sans passer par les codes 207 pour fait d'asile qui désigne des centres comme ça. Comme il est débordé, s'il reste longtemps débordé, il y a des pressions qui sont en train d'être faites et des propositions de texte pour modifier la loi de sorte que moindre inscription au registre d'attente, on puisse avoir également droit au travail. Mais ce ne sont que des projets. Bon, attendons et espérons que ça pourra se faire. This last slide, if you contact me and send me you have my email, I think, in the invitation. If you contact me, I'll send you the slides because it's not very easy to read. The thing on the bottom right there is actually well worth having because it's an NGO that drafts like a map of Brussels or Belgium with all the places you can go to if you're an asylum seeker or you're homeless, to find lodging, to find food and clothing, to find heating, to find social care, to find medical care. So if you write to me, my email was on the invitation. I will send you the whole slideshow if you're interested. That way you haven't got to copy things down. It'll also be clearer. Could you just repeat your email? Yeah, my email address is What? F for Freddy, ORTIS, Guichot de Fortis @gmail.com. I should put it on the slide really. Anyway, before concluding, I want to thank you all for being here because it matters that this matters to you because things won't change if people don't care. And I hope you have a little bit more information on which to base yourselves now. And maybe talk to people around you and say, this is what's actually going on. It's not what you may have read in the media. This is the situation. And maybe we can all work together to help to make the system fairer and more transparent in this country. I'd like to thank Jean and Natalia and Christophe. And I'd like to thank Ariel and Julie for interpreting. Which of course they are doing as volunteers. Anyway, please get in touch if you need us. If you have any more questions, we want to help. That's why we exist.
Okay, so thank you for coming. Have an excellent weekend.